Bonjour à tous et que la paix soit sur vous. J'espère que vous allez tous bien. Je voulais faire un petit audio concernant l'affaire Daniel Obono et Valeurs Actuelles. Alors, j'ai pas pu lire le texte malheureusement, et donc ce qui se passe c'est que Geoffroy Lejeune, qui est le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles, se plaint qu'on ne lui réponde pas sur le fond, mais uniquement sur la caricature. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais lui répondre sur le fond directement. Alors lui, sa thèse, c'est quoi? C'est de dire que, en gros, il n'y a pas que les Européens qui ont pratiqué l'esclavage, il y a aussi les Africains sur d'autres Africains. Alors je trouve que c'est quand même une manière un petit peu curieuse de se défendre. C'est un petit peu comme si un violeur lors de son procès disait oui mais il n'y a pas que moi qui ai violé cette femme. Donc c'est un petit peu bidon, faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc alors concernant le fond de l'affaire. Donc lui, il dit que ce sont des thèses dites d'indigénistes. Alors je ne sais pas d'où il sort ce terme, mais bon c'est un terme à la mode. Et qu'il faut prendre en compte cet esclavage là, qu'il était autant, voire même pire que l'esclavage que les Européens ont pratiqué sur les Africains. Alors pour ça, donc pour lui répondre, on va tout simplement se plonger dans les livres. Alors moi je suis pas en train de nier le fait que l'esclavage existait en Afrique, qu'il y ait eu d'esclavage entre Africains, comme il y a eu l'esclavage entre Européens, entre Asiatiques, etc. Maintenant on va s'intéresser à la nature elle-même de l'esclavage entre Africains. Est-ce que c'était exactement la même chose que ce qui s'est passé donc entre Européens et Africains? Donc déjà on va faire appel à Cheikh Anta Diop, donc qui a écrit un livre qui s'appelle L'Afrique noire précoloniale et qui aborde justement ce sujet. Donc je vais vous lire un petit passage concernant donc l'esclavage intra-africain. Alors là, je vais vous citer le passage du livre concernant l'esclavage. Alors, je vous cite pas tout parce que c'est assez long. Donc vous pouvez vous procurer le livre si vous voulez. Donc je vais vous lire certains passages, deux passages notamment concernant l'esclavage intra-africain. Alors ça commence comme ça. Dans ce régime aristocratique, la noblesse formait la cavalerie de l'armée, la chevalerie. L'infanterie était composée des esclaves, anciens prisonniers de guerre faits à l'extérieur du territoire national. Ce sont les esclaves du roi qui forment le gros de sa force militaire et qui, par conséquent, vont voir leurs conditions extrêmement améliorées. Ils ne sont plus esclaves que de nom. Donc je répète, ils ne sont plus esclaves que de nom. Les griefs qu'ils portaient au cœur se sont émoussés à la suite des faveurs dont ils sont comblés. Donc voilà, déjà on a un premier aperçu. Maintenant je vais vous lire un deuxième passage. Les esclaves sont commandés par un des leurs, le général d'infanterie, un pseudo-prince, dans la mesure où il peut régner sur un fief habité par des hommes libres. Tel est le cas dans la monarchie du Cayor, Sénégal, du Djaraf Bounker, représentant des esclaves au sein du gouvernement et généralissime de l'armée. Sa force, sa puissance sont tellement réelles que le jour où il trahira, s'en sera fait du royaume du Cayor. Donc vous voyez bien que, comme il le dit dans le livre, le statut de l'esclave n'a absolument rien à voir avec le statut que les Européens ont imposé donc aux Noirs lorsqu'ils les ont pris en tant qu'esclaves, lorsqu'ils les ont asservis. Là, il faut savoir que, comme dit Cheikh Anta Diop, les esclaves n'avaient d'esclaves en vérité que leur nom, puisqu'ils bénéficiaient de beaucoup d'avantages, de même certains pouvoirs, etc. Maintenant, vous allez me dire, bon, c'est que Cheikh Anta Diop, c'est un historien africain, donc il a parti pris, etc. Bon, maintenant on va faire appel à un autre livre. Alors c'est le livre de Bouemba Bong, donc qui est un historien également camerounais, qui a écrit un livre qui s'appelle Quand l'Africain était l'or noir de l'Europe. Sauf que dans ce livre, il relate les paroles d'un certain Joseph Elzéar Morenas, qui était un Européen, qui a découvert justement l'esclavage intra-africain et l'esclavage que les Européens pratiquaient sur les Africains. Il a fait la comparaison et donc lui par la suite il est devenu un militant anti-esclavagiste. Donc il dit ceci, je vous lis le passage du livre, donc c'est pareil, je vais vous lire quelques passages parce que c'est assez long. Alors, enfin sur l'Afrique subsaharienne, Joseph Elzéar Morenas écrit « On rencontre en Afrique 3 classes différentes d'esclaves. Le premier comprend ceux qui le deviennent pour dette. Ils peuvent se libérer et recouvrer la liberté en s'acquittant envers leurs créanciers. La deuxième se compose des criminels et des prisonniers de guerre. Ces deux classes, particulièrement la dernière, fournissent tous les captifs qui alimentent la traite. La troisième
contient les esclaves nommés dans le pays esclaves de case, c'est-à-dire les enfants nés d'esclaves attachés au service de la maison du maître. Il est rare que ces captifs soient vendus à des étrangers. Donc je répète, il est rare que ces captifs soient vendus à des étrangers. Ils deviennent quelquefois la propriété d'autres habitants de la même contrée, mais il serait déshonorant pour le maître et humiliant pour l'esclave que celui-ci fût vendu à un négrier. Ce qui ne doit se faire et n'a lieu, en effet, que dans le cas d'un crime ou de quelque faute extrêmement grave. Malgré cet usage universellement respecté de tous les peuples de l'Afrique, on a vu des Européens, à la vérité marchands d'esclaves, assez dénaturés pour vendre comme sujet de traite des femmes qui avaient vécu longtemps avec eux dans la plus grande intimité. Je pourrais en citer qui ont vendu à des négriers leurs propres enfants avec la mère qui avait donné le jour. Donc là, l'auteur fait référence au fait que des maîtres enceinte des femmes noires et qui leur donnait des enfants, et que par la suite, voulant s'en débarrasser, bien le maître vendait cette femme-là avec l'enfant. Voilà. Et toujours dans le même livre, en fait, l'auteur va nous donner les paroles du pape Nicolas V, donc le pape de l'époque, qui va nous permettre un petit peu d'isoler, en tout cas de cerner la mentalité de l'époque qui a permis donc cet esclavage cruel donc des Européens sur les Africains. Alors quand on dit les Européens, donc le problème des gens comme Geoffroy le Jeune ou des gens qui ont du mal à admettre que l'esclavage transatlantique a été une cruauté sans nom, c'est que lorsqu'on parle des Européens, on ne parle pas des peuples, bien sûr, on est bien d'accord, on parle des élites, on parle des gouvernements, on parle de l'oligarchie, etc. Donc à titre d'exemple, donc si vous voulez, quand on dit qu'en 2003 les Américains ont envahi l'Irak ou ont bombardé l'Irak, ça ne veut pas dire que les 350 millions d'Américains ont envahi l'Irak et étaient pour. Ce n'est pas ça du tout. C'est-à-dire que quand on dit les Européens, dans ce contexte-là, on parle des élites, on parle de l'oligarchie européenne, sachant que le peuple européen, lui aussi à l'époque, a subi beaucoup de choses de la part de ces élites. Alors, donc, voici, je vais vous lire un extrait de la bulle papale de l'époque. Donc, une bulle papale, c'est une espèce de loi, si vous voulez, qui a été promulguée par le pape, donc pour autoriser l'esclavage. Voici l'extrait. Nous avions jadis, par de précédentes lettres, concédé au roi Alphonse, entre autres choses, la faculté pleine et entière d'attaquer, de conquérir, de vaincre, de réduire et de soumettre tous les Sarrasins, entre parenthèses les nègres, païens et autres ennemis du Christ, où qu'ils soient, avec leurs royaumes, duchés, principautés, domaines, propriétés, meubles et immeubles, tous les biens pour eux détenus et possédés, de réduire leurs personnes en servitude perpétuelle, de s'attribuer et faire servir à usage et utilité ces dits royaumes, duchés, contrées, principautés, propriétés, possessions et biens de ces infidèles sarrasins, entre parenthèses nègres et païens. Donc ça c'est un extrait de la bulle papale du pape Nicolas V. Donc il faut savoir qu'une bulle papale ce n'est pas rien. Le pape c'est un chef religieux mais c'est aussi un chef d'État. Et à l'époque c'était quand même une personne toute puissante. Donc en Europe c'était une autorité très respectée par tous les rois, par tous les sujets catholiques de l'époque, donc sa voix portait, son avis pesait, c'est pas le petit prêtre du coin, si vous voulez, le pape est considéré comme le représentant de Dieu sur terre par les catholiques. Voilà. Alors de plus, l'historien George Kay ajoute ceci. En 4 siècles et sans répit, le monde chrétien a capturé, acheté, revendu 50 millions d'êtres humains. C'est peut-être le plus grand crime qui n'ait jamais commis contre l'humanité. Alors, il faut savoir quand on parle du monde chrétien, on parle de l'institution catholique. On ne parle pas des fidèles catholiques d'une manière générale, donc qui font leur vie. On parle vraiment de l'institution et des autorités catholiques de l'époque, en l'occurrence le pape. Voilà. Maintenant, on va aller un petit peu dans le Code noir, donc qui a été promulgué par Colbert, et donc vous allez un petit peu voir également de quoi il en retourne. Alors, dans le Code noir, voici l'article 38. L'esclave fugitif, qui aura été en fuite pendant 1 mois, à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys une épaule. S'il récidive un autre mois pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule. Et la 3e fois, il sera puni de mort. Et maintenant, je vais vous lire l'article 44 qui dit ceci. Déclarons les esclaves être meubles et comme tel entrer dans la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque,
se partageait également entre les cohéritiers, sans préciput et droit d'aînesse, n'être sujet aux douaires, coutumiers, aux retraits féodal et lignager, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des quatre quints, en cas de disposition à cause de mort et testamentaire. Donc en gros, pour nous dire que donc dans l'article 38, la peine de mort était promulguée pour quelqu'un qui fuyait, donc c'est-à-dire que si quelqu'un ne supportait plus sa condition et fuyait donc par instinct de survie, eh bien il était tué la troisième fois, et donc qu'un esclave était également considéré comme un meuble. Voilà. Donc en gros, même pas comme un être humain, comme un objet sans âme, sans vie, tout simplement. Donc on a fait une comparaison entre l'esclavage intra-africain et l'esclavage transatlantique, donc que les Européens ont commis sur les populations africaines. On a vu que, en ce qui concerne l'esclavage intra-africain, déjà il n'y a rien de racial, il n'y a rien d'ethnique, et le traitement des esclaves n'a absolument rien à voir. Alors que, en ce qui concerne l'esclavage transatlantique, eh bien effectivement, le fait d'être simplement noir, on était directement considéré comme esclave. Voilà. Alors maintenant, je ne dis pas que certains noirs entre eux, dans l'esclavage intra-africain, ont fait preuve de cruauté. Ça existait également, on ne va pas se mentir. Mais c'est une bien infime partie, presque microscopique, contrairement à ce qui s'est passé réellement entre Africains. Par contre, et donc du coup, ce que Valeurs Actuelles a voulu faire, c'est que les actes intra-africains cruels, ils en ont fait une norme en fait. Ils ont fait comme si c'était à l'époque, comme si c'était la norme de l'esclavage intra-africain, alors que c'était pas le cas. Par contre, c'était bien la norme de l'esclavage européen sur les populations africaines. Il faut le savoir. Voilà. Donc, j'espère avoir été clair. Et du coup, je vous dis à la prochaine si Dieu le veut.